Bon, alors sans perdre de temps, hein. Donc encore une fois, merci à vous tous d'être là. On reçoit aujourd'hui Alberto Magnaghi et Gilles Clément. On les remercie très sincèrement d'être avec nous et d'être venus à pied, comme ils nous le précisent. Alors il faut savoir que c'est une première rencontre. Alors je veux dire physiquement, c'est une première rencontre entre eux, parce qu'intellectuellement, je pense que vous allez vite comprendre que les convergences sont nombreuses, même si les approches sont extrêmement différentes, et les histoires aussi. Donc tout d'abord, Alberto Magnaghi, je précise, donc, est architecte et urbaniste. Il est auteur de nombreux ouvrages. Le plus connu chez nous est le projet local. C'est le plus connu parce que c'est le seul qui a été traduit en français. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a d'autres qui concernent directement les questions sur lesquelles nous travaillons tous, hein, à travers toutes nos disciplines. Et donc c'est aussi le chef de file de l'école territorialiste qu'il a fondée à l'université de Florence, où il est professeur émérite. D'autre part, il a, entre autres projets, dirigé la réalisation du plan de paysage de la région des Pouilles et actuellement, il coordonne le plan de paysage de la Toscane centrale. Gilles Clément, qui est ingénieur horticole, paysagiste, avant tout jardinier, ça aussi je pense qu'il n'oubliera pas de nous le dire, auteur du jardin en mouvement, le tiers paysage, le jardin planétaire, qui est un projet politique d'écologie humaniste, et qu'il a développé ce projet dans son roman Thomas et le voyageur. C'est un créateur également de parcs et de jardins, comme le jardin du Quai Branly à Paris, le parc André Citroën et le parc Matisse à Euralille. Mais c'est pas pour nous présenter leurs œuvres qui sont là. Puis d'abord, présenter leurs œuvres, ça leur ressemblerait pas du tout. Donc je pense qu'ils sont là pour échanger entre eux, justement parce que cette rencontre est la première de cette nature-là. Échanger entre eux et puis échanger avec nous tous pour faire partager la pensée qu'ils ont construite à travers leur expérience, mais aussi pour la transmettre. Alors transmettre, c'est un beau mot, et puis c'est un mot qui prend tout son sens dans une université comme la nôtre. Transmettre sa pensée, transmettre ses convictions d'hommes libres. Parce qu'avant tout, je pense qu'on peut dire que ces deux personnes sont des êtres libres. Et c'est aussi, je dirais, fondamentalement un acte de bienveillance. Et je pense que c'est un mot qu'on aime bien aussi, parce que ce terme de bienveillance, je pense que c'est un terme qui leur correspond aussi extrêmement bien. Alors la transmission, c'est un terme qui est sous-jacent au titre que l'on a choisi pour cette rencontre, le patrimoine en mouvement. Ce que ces mots recouvrent vous apparaîtra au cours de cet échange. On va dire que c'est un rêve, c'est une vision, c'est un projet politique, au sens noble du terme. Ensuite, nous avons Daniela Poli et David Fanfani qui nous accompagnent dans ce débat et qui travaillent tous les deux avec Alberto Magnaghi depuis plusieurs années et qui sont enseignants-chercheurs au département d'architecture de l'université de Florence. Et plus récemment, également, nous avons travaillé avec Gilles Clément dans notre cadre local. Et en fait, c'est justement parce qu'on a eu la chance de travailler avec ces deux écoles de pensée, avec ces deux personnes, parce que c'est cela qui est vraiment aussi fondamental. On a considéré que c'était une chance et on a juste eu envie de la partager avec vous. Et ils nous ont dit OK. Donc, ben voilà, c'est ce qui se fait ce soir. Ce que je voudrais dire, c'est que, plus trivialement, on doit impérativement quitter cette université à 8h30. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut qu'on ferme les portes à 8h30. Donc, il faut qu'on se donne un timing. Il faudrait qu'on termine vers 8h. Je vous le dis maintenant parce que les choses peuvent évoluer. Le plaisir partagé, on a toujours du mal
à l'arrêté. Donc dans un premier temps, ce que l'on a prévu, c'est de leur poser un certain nombre de questions. Il y a 3 grandes questions qu'on souhaite leur poser, auxquelles ils vont nous répondre. Alors on a prévu de demander à chacun d'eux de nous répondre sur ces questions de façon à nous donner leur point de vue spécifique, mais aussi ce qui constitue leur convergence. Mais l'enjeu, c'est aussi que la discussion, elle puisse se faire entre vous. Et puis d'après ce que j'ai compris, puisqu'il y a eu une première petite rencontre, brève, au moment du déjeuner, je crois qu'ils ont aussi des questions à se poser. Alors là, on ne sait pas du tout lesquelles. Donc, on verra cela. Et en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, et vous également. Voilà. On voulait vous dire aussi que si c'est pas toujours facile d'organiser ça à l'intérieur de l'université, pour des raisons logistiques, etc., mais on a souhaité que ça soit fait ici pour que vous soyez présents. Et donc ce sont les institutionnels, ce sont tous ceux-là qui se sont déplacés, et vous êtes chez vous. Donc merci aussi à ceux qui ont fait ce trajet-là de nous avoir rejoints. Donc on va commencer par la première question peut-être, hein? Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'était quelle vision pour le futur? On sait que vos travaux reposent sur une approche critique du modèle politico-économique de développement actuel, qui conduit pour Alberto Maniaghi à la déterritorialisation, pour Gilles Clément à la marchandisation de l'environnement. Donc cette approche critique, est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux et en parler ensemble sur ce qui la constitue? Et je vais aller sur la deuxième question immédiatement parce qu'elle est directement liée. Vous considérez également que ce modèle politico-économique de développement et qui appuie cette approche critique, et vous êtes aussi sur une approche critique de la façon réductrice dont la question environnementale est posée dans notre société. Pour Gilles Clément, tu le considères, alors je dis vous, bon pardon, comme un savoir objectif, et pour Alberto Maniaghi, la façon dont cette question environnementale est posée établit une séparation entre nature et culture qui, de son point de vue, est quelque chose de non recevable comme situation. Donc, c'est peut-être un peu brutal comme question, mais vous vous en saisissez comme vous le souhaitez. Je vous laisse la parole. Qui de vous deux? Alberto? Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup pour cette invitation et qui m'a permis de faire connaissance de Gilles Clément, que je ne connaissais pas. Alors, la première question, la déterritorialisation. Je pense que notre civilisation, une civilisation de machines, est la première dans l'histoire qui ne propose une reterritorialisation comme toutes les civilisations qui l'ont précédé dans l'histoire longue de l'établissement humain. Ça pourquoi la séparation entre nature et culture de la modernité a porté à les humains, la pensée occidentale, à produire une seconde nature artificielle qui a relégué la nature à une surface plate, isotope, où poser des objets qui trouvent leur raison d'être et leur raison relationnelle entre le rapport entre homme et machine. Ça a porté à une situation où cette seconde nature artificielle va à construire la urbanisation du monde. Pour le 2115, toutes les prévisions
officielle nous propose un scénario où auront à peu près 6 milliards et 400 millions de personnes urbanisées sur les 9 milliards prévus dans cette date. Ce sont prévisions, donc pas scientifiques. Mais il nous dit un rapport prévu qui tout, au-delà du nombre absolu de population, il nous dit un rapport prévu qui n'est pas nié par personne, qu'il y a une croissance du processus d'urbanisation. Nous aurons une planète qui aura beaucoup de moins de terrain fertile, qui va déjà maintenant diminuer, et beaucoup de personnes, 6 milliards, qui ne produisent pas l'alimentation pour manger et qui doit être nourrie. Alors c'est un paradoxe, nous avons tout dans la ville et on ne sait pas plus qui nous nourrira. Nous mangeons informatique, nous mangeons capital financier, on ne sait pas. L'optimisme technologique de la civilité des machines nous propose une utopie technologique où il n'aura plus besoin de la terre pour produire l'alimentation des hommes et des animaux. Mais cette utopie se révèle déjà maintenant très faible. Cette urbanisation du monde sera accompagnée du changement climatique que vous connaissez et qui produiront des mouvements de population territoriale et qui rendra encore plus terribles les conditions de ces 6 milliards de population dans l'urbanisation mondiale. C'est une urbanisation qui nous ne nommons plus ville ou cité. Nous sommes dans une civilisation post-urbaine qui construit des agglomérats humains qui n'ont plus la caractéristique de la ville comme nous la connaissons à partir de la polis grecque, du municipium de Rome, des villes médiévales, etc. Jusqu'à la modernité, jusqu'à la ville moderne, qui est encore une ville de l'espace public, de relations publiques, une ville compacte où on peut encore vivre des relations humaines. Cette agglomération, comme vous savez, dans cette agglomération, on passe directement de la campagne d'où où on va pour faire espace aux multinationaux de l'agriculture et on va dans cette urbanisation directement sans travail, sans un espace public, sans tout ce qui a caractérisé, même dans la modernité, la ville industrielle, l'agglomération qui se fondait sur des rapports collectifs, de mutuel secours, d'organisation sociale de la ville. C'est le futur catastrophique qu'attend l'urbanisation mondiale. À fond de ça, l'écologie est encore considérée comme une compensation du développement. Alors on parle de zones protégées, de centres historiques, et de considérer un prix à payer à la modernisation, un coût économique à côté du développement. Le développement est une autre chose et l'écologie sert pour la mauvaise conscience du développement
et pour préserver quelques îlots de nature et d'histoire dans des zones protégées. La nature protégée, comme une zone délimitée par des limites. Je parle des zones humides, des parcs, à compensation de grandes infrastructures. Nous pensons que l'écologie peut avoir notre destin dans notre guerre à cette urbanisation du monde, si elle est considérée comme une invariante du projet du territoire, un ensemble de règles de coévolution des établissements humains avec la nature. Et alors nous parlons de territoire comme système vivant à d'autres complexités. Et alors l'écologie peut devenir économie écologique, c'est-à-dire bioéconomie avec Georges Kuregel, qui détermine relations équilibrées entre stock, c'est-à-dire le patrimoine territorial, et flux d'utilisation des ressources du patrimoine. C'est-à-dire entre patrimoine et forme de sa utilisation. Une relation donc entre valeur d'existence et valeur d'usage. Mais pourquoi se réalise ça? Il faut avant fermer ce processus, interrompre ce processus catastrophique d'urbanisation du monde. Ça, c'est possible, je ne sais pas, peut-être que nous sommes en retard, mais tout notre travail s'est orienté à reconstruire un rapport entre ville et campagne, entre ville et montagne, à un repeuplement de campagne et un bloc de l'urbanisation qui est nécessaire pour penser à un rééquilibre entre la ville et son territoire, récupérer ce rapport pour réorganiser de possibles améliorements de la condition d'habitation, la condition des eaux, de l'air, de la vie matérielle, de la production des systèmes urbains. Nul système urbain maintenant a la possibilité de se réformer de son intérieur, par sa solitude d'espace construit. Et il y a une nécessité de réorganiser l'espace ouvert en fonction de cette question. Merci pour l'invitation. Oui, moi aussi, je suis très heureux de rencontrer Alberto Maniaghi, dont nous connaissons plusieurs ici le travail depuis longtemps, parce qu'il rejoint beaucoup des préoccupations que nous avons eues, nous, paysagistes, et puis d'une autre façon, moi, je dirais en tant que jardinier, qui procède par le constat plus que par l'analyse. Mon parcours pour arriver à ça n'est pas celui d'une étude qui procède par des études du développement urbanistique, de la population, de la démographie, etc., mais plutôt quelque chose qui survient d'ailleurs pas tout de suite, mais que j'appelle moi le choc écologique, l'écologie telle qu'on la comprend dans le milieu du XXe siècle et qui nous est transmis petit à petit, mais pour commencer, nous est transmis scientifiquement, ce qui fait que dans ce départ-là, on a plutôt des études d'écosystèmes, des choses assez techniques qui ne nous donnent aucune mesure de ce que ça signifie pour l'humanité dans sa manière de vivre, dans son mode de vie et d'expansion. Mais c'est un peu après, et finalement il n'y a pas si longtemps, qu'on mesure ce que signifie la finitude écologique, la finitude spatiale, la finitude biologique, le fait que nous soyons tous dans le même bain est quelque chose de très traumatisant. Et quand on imagine qu'on est plein d'eau, parce que le corps humain est plein d'eau, qu'on respire de l'eau, qu'on vit dans l'eau en fait. Là, il y a de l'eau dans cette salle, on ne se rend pas compte, mais il y en a, il suffirait qu'on atteigne le point de condensation pour qu'on la voie, ce serait un nuage. Et que cette eau, elle est recyclée plusieurs fois, parce qu'elle a été
respirer, évaporer, pisser, si je puis dire, voilà, permettez-moi l'expression bien naturelle, par beaucoup d'animaux et évaporés par beaucoup de plantes, plusieurs fois, et avant nous et nous peut-être aussi dans l'histoire de l'humanité, c'est la même eau. C'est hyper troublant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez, ça veut dire comment prend-on soin de quelque chose avec quoi on vit tous les jours, qu'on boit tous les jours. Enfin, ça, on ne le savait pas. On ne nous l'avait pas dit. Et on mesure plus facilement peut-être la finitude spatiale que cet ensemble-là. Alors, très rapidement, cette question de l'extension territoriale d'une ville, d'une maison, de son jardin, qu'est-ce que ça signifie, arrive à la question planétaire et le jardin planétaire, définition qui répond au jardin, l'enclos, on est bien dans un enclos, ces maladies qui sont limites de l'atmosphère, nous amène à nous reconsidérer totalement tout, quoi. Tout, ça veut dire notre façon de vivre, bien sûr, notre économie, et ça, c'est extrêmement, stimulant. On a, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, peut-être depuis toujours, un modèle complètement différent de celui que l'homme a eu depuis qu'il existe. Il est tout petit, l'homme, dans son histoire, c'est un bébé, dans l'histoire de la naissance de la planète. Il arrive, il a toujours pensé qu'il pouvait continuer à conquérir, et subitement, on lui dit non, il faut recycler. C'est un bouleversement complet. Il faut recycler. Donc pour moi, le futur, il faut recycler parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que déjà, on le fait sans le savoir, quand je parle de l'eau, par exemple, puisqu'elle est constamment recyclée. Donc pour moi, la question du futur, elle se positionne par rapport à comment on fait pour continuer à vivre suivant un autre mode de vie qui suppose qu'on ait accru notre connaissance sur l'environnement qui est le nôtre, parce qu'on l'ignore beaucoup. On en sait très peu de choses. Je dis souvent que si on met quelques personnes du ministère de l'Environnement dans l'environnement, ils meurent en 3 jours, ils ne savent pas le nommer, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne sont pas s'en servir, se nourrir, rien. Et qu'on ne nous a pas appris. On ne sait pas nommer ce qu'il y a là. Donc évidemment, on est très très désemparé par rapport à ça. Comment donc accède-t-on à une autonomie d'action par une autonomie d'esprit qui vient d'un accroissement de la connaissance? Ça, c'est pour moi la première des choses qui fait que dans mon gouvernement idéal du futur, il y aurait le ministère de la Connaissance tout à fait en haut, vous voyez, là. Et puis après, d'autres très importants, hein, celui du logement, de la santé, etc. Puis là, le ministère de l'économie, là, très, très important aussi parce qu'il fait fonctionner les autres, mais ce n'est pas celui qui donnerait ses ordres. Il donnerait ses ordres, c'est une autre dimension. Donc quelque chose qui serait de cette nature, cette vision-là du futur, et puis la question de la fabrication des objets matériels, quels qu'ils soient. Il s'agit d'une maison, d'un stylo, ça c'est mon ordinateur en carton, je vous montre, parce qu'il est recyclé depuis un certain temps, déjà lui, mais dans la fabrication, c'est-à-dire dans la conception de quelque chose que l'on va consommer, comment, à la conception, l'imagine-t-on déjà dans son recyclage? On ne fait pas ça du tout aujourd'hui, on ne fait qu'accumuler des déchets aujourd'hui. Donc sur la question de la matérialité, totalement un autre mode économique, mais totalement. Vous voyez, quand on nous vante, je ne vais pas parler de Notre-Dame-des-Landes, c'est tellement bon, enfin bon, l'autoroute qu'on crée, je ne sais pas quoi, enfin des choses on s'afflige de l'absence d'immatriculation des voitures, enfin c'est totalement fou, quoi. On n'a rien compris. Rien compris, on ne peut pas continuer. C'est ce que vient de dire Alberto. Alberto, que j'appelle de temps en temps Antonio, mais bon, c'est pas grave. Pardon, Alberto. Et donc, au contraire, quelque chose qui serait, et c'est là que ça devient très stimulant, le développement immatériel. S'il est vrai qu'on n'exploite qu'un 1/8 du cerveau, c'est pas tout à fait exact, paraît-il, parce qu'en fait, on n'en exploite qu'un 1/8 à la fois. Mais bref, on en a 7/8 qui dorment pendant ce temps-là. Mais enfin quoi, on a beaucoup à imaginer de ce point de vue. C'est-à-dire que dans la question immatérielle, et là, tout ce qui est donné par la technologie au service de l'immatériel, pour moi, c'est merveilleux. On ne doit pas freiner l'expansion de quelque chose qui nous aiderait à aller dans cette direction-là. Et donc, il y a beaucoup à voir là-dedans. Et l'accroissement de la connaissance fait évidemment partie de ça, comme le monde de l'art et de la culture. En gros, voilà, je ne vais pas refaire le constat que Alberto fait beaucoup mieux que moi. Nous avons été saisis par cette vision, quand ça a apparu en 2000, ce livre, le projet local, on se sert de ça tout le temps. C'est notre argumentation à l'école de Versailles.
on fait cette référence-là et nous ne nous étions effectivement jamais rencontrés, alors que nous nous rencontrons depuis longtemps, je pense, par des voies qui sont complètement différentes. Moi, je dis bien que je suis jardinier. Bien, Gilles, mais ce recyclage, mais quel bout sur le recyclage, nous venons de ville de pierre, éternelle. Alors nous faisons c'est difficile de penser à une ville qui se produit continuellement, qui se refait entièrement. Je suis d'accord sur le problème qu'on ne peut plus penser à une économie de la croissance. Dans la ville, dans l'expansion de ville, mais même dans l'économie, c'est fini la croissance. Il faut penser à le recyclage, au réusage, la relocalisation, à réorganiser ce que nous avons jusqu'à ce moment fait. C'est déjà trop, nous devons revenir en arrière. Alors je suis entièrement d'accord sur ça. Sur la ville, sur le recyclage de la ville, j'ai quelques problèmes. Nous en discuterons. Je voulais encore dire sur ce point que cette opposition que notre civilisation a fait entre nature et culture nous a conduit d'une part à une approche à l'économie, à la culture, à le développement de type anthropocentrique, qui propose, comme j'ai dit, une seconde nature artificielle, qui est l'urbanisation globale et la mécanisation du monde. Et alors il y a une sorte de libération de la nature, comme idée technologique optimistique. Nous savons que cette libération a provoqué la révolte de la nature et donc les conditions de la vie urbaine qui vont péjorer continuellement dans le monde, surtout dans le sud du monde où ces processus d'urbanisation ont leur manifestation plus violente. De l'autre partie, nous a conduit à une approche qu'on dit de deep ecology, first earth, c'est-à-dire avant la Terre, qui est une petite partie du genre humain qui défend les raisons de la nature, qui prend parti pour le vivant, végétal et animal, contre les actions humaines sur la Terre. Je pense que cette bipartition du monde soit sans futur, parce que le problème, vu la puissance de destruction que le genre humain a maintenant, sera minoritaire le défenseur de la nature qui doit défendre la nature contre la propre nature. Alors c'est un problème difficile. Et le problème vrai est comment rendre antérieur le savoir du vivant dans le savoir des actions humaines. C'est-à-dire changer la culture du développement dans une culture qui prend en charge les problèmes du vivant. Et alors le savoir du vivant soit institutionnel, c'est-à-dire savoir scientifique, que social, c'est-à-dire savoir contextuel, de monde de vie, comme dit la Convention européenne du paysage. Et le problème, c'est alors comme détruire dans la culture des actions humaines
l'approche anthropocentrique vers une approche bio-anthropocentrique, c'est-à-dire une approche où on reconnaît que la possibilité d'un futur est donnée par un processus de coévolution entre les actions humaines et la nature et le milieu ambiant. Si nous ne réussissons pas à construire cette culture générale de l'action humaine, c'est difficile que la deep ecology nous porte quelques résultats pour combattre le reste de l'humanité. C'est un peu difficile par la violence du processus. Bon, je pense que... Non, encore un petit point. À propos de la deep écologie, c'est très intéressant, je pense, d'éclairer cette notion. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps non plus, mais portée par des gens qui sont des naturalistes avertis. Je veux dire, ils connaissent très très bien les questions de relations entre les êtres vivants et on conclut que effectivement, c'est pas forcément d'ailleurs exactement leur conclusion, mais ceux qui ont porté cette idée de deep ecology, mais c'est peut-être les adeptes, comme toujours, de ces quelques porteurs qui en ont fait quelque chose de caricatural. Et du coup, l'homme est évacué du système. Moi, je vois évidemment pas du tout les choses comme ça. Nous sommes faits de milliards de bactéries qui sont également existantes dans l'environnement et dont nous avons besoin. Notre interrelation avec cet environnement, il est profond. Nous sommes des êtres de nature. On ne voit pas comment on extrairait de la nature, dans l'idée de nature que l'on peut se faire, l'humanité. Il y a eu une tentative de mise à distance qui est d'abord la volonté d'être objectif par rapport à la complexité de cette nature. C'est une histoire des Grecs anciens, c'est très vieux. Le mot nature, il a été inventé pour ça. Et cette distance n'a fait que s'accroître jusqu'à ce qu'on ait des analyses scientifiques avec des outils qui même se mettent entre nous et la nature. Et on en arrive, en tout cas pour nous en France, à placer tout ça dans l'environnement, c'est-à-dire aux environs de nous. Et c'est monstrueux. C'est complètement quelque chose d'étrange. Vous voyez, là, on en a parlé déjà entre nous, mais nous sommes, je crois, complètement d'accord pour préférer le mot medio ambiente, le mot milieu ambiant, que le mot environnement, qui est un mauvais choix, vous voyez. Nous sommes évidemment en situation d'immersion et avec cette nature constamment. En plus de ça, pour nous, pour exister, on en a besoin. C'est-à-dire que complètement, alors, penser la planète, que les humains puissent penser que la planète c'est bien sans les humains, c'est une telle bizarrerie que ça n'a pas de sens pour moi. Juste, je voulais dire à propos de... Oui, la question du recyclage de la ville. C'est une question douloureuse. Parce que c'est l'effacement de la mémoire. Est-ce qu'on l'accepte? Qu'est-ce qu'on choisit là? Évidemment qu'on est obligé de se reconstruire sur place. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on modifie ou qu'on détruit pour refaire quelque chose d'autre, là où il y avait une trace du passé. Donc, on prend le risque de l'effacement d'une trace qui peut-être est importante. Et là, c'est une question d'humilité. Comment nous positionnons-nous par rapport à notre histoire? Nous pouvons conserver un certain nombre d'éléments qui nous paraissent tellement forts symboliquement que ce serait un désastre que de les éliminer au nom du recyclage. Mais sans doute en existe-t-il une très grande quantité qui peuvent très très bien subir la question même de la transformation complète et du recyclage. Bien, mais nous sommes passés dans notre culture de milieu ambiant de la conservation du monument, à la conservation de la ville historique et plus récemment à la conservation du territoire historique. En Europe, tout le territoire est historique. Il n'y a pas un arbre
qui est lié à la wildness originaire de la nature, avant l'intervention de l'humanité dans sa phase de du nomadisme au sédentaire. Voilà. Alors, par là, il n'y a plus un territoire. Nous avons j'appelle des nouveaux écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes qui sont produits par la fécondation de la civilisation humaine de la nature. Et sont des produits de cette civilisation de coévolution savante de règles vivantes. Je parle de civilisation passée. Et alors nous avons hérédité ce patrimoine qui est très long, il dure de 9000 années, qui se construit avec une augmentation constante de celle que les géographes appellent masse territoriale, c'est-à-dire accumulation de structures, d'objets, de routes, d'organisations agraires, de monuments, etc. Nous vivons dans ce paysage, pas dans le paysage nôtre de la civilisation. Ce serait un désastre, mais nous vivons de cette culture et que nous le savons ou non, sommes expression de cette longue durée du paysage et de l'accumulation de connaissances matérielles et immatérielles. Alors, nous proposons cette lecture de la longue durée pour connaître les invariances de ce processus, ce qui sont les structures fortes de ce processus qui restent dans notre vie parce qu'ils ont réalisé un équilibre entre l'établissement humain et notre même milieu ambiant. Alors, dans ce point de vue, je pense que nous ne pouvons pas recycler tout de notre milieu ambiant. Nous devons reconnaître ce qui est une coévolution positive et nous reconjoindre cette évolution pour corriger l'actuelle organisation de l'établissement humain qui a nié cette coévolution, qui a éliminé ces rapports. Alors, si nous attendons le territoire comme le produit de ces longues, comme néo-écosystème produit par la coévolution entre établissement humain et nature, nous devons comprendre que ce territoire, si est vivante, peut tomber malade, peut s'accroître, peut mourir et devenir nouvellement nature. Je fais un petit exemple, une colline terrassée. Une colline terrassée est un écosystème qui dérive d'un long processus de domestication ou fécondation d'une bois, d'une forêt, d'une colline qui a été réorganisée à travers des murs à sec, à travers des plans de cultivation et qui a produit dans le temps un néo-écosystème, c'est-à-dire il y a encore la nature, n'est pas une structure de totale artificialisation du monde, mais elle a un équilibre très différent comme écosystème, parce qu'il a un autre climat, il a une autre organisation hydraulique de la descente des eaux du sommet à la vallée. Il a une autre productivité de la terre, une autre production
végétal et animal, il a un autre paysage. Alors il est un écosystème qui peut survivre si est soigné par la main de l'homme qui a été créé dans cette fécondation réciproque entre une civilisation et nature. Mais si on abandonne ça, il devient, dans 100 ans, nouvellement nature. Le bois, la terrasse tombe à bas, s'organise un processus par lequel le territoire meurt et redevient nature. C'est ce qui arrivera en général quand nous avons détruit le milieu ambiant de l'homme, et Gaïa de l'Overlock survivra avec d'autres animaux, d'autres plantes qui s'adapteraient autour de zones, un autre climat que non ce qui est adapté à notre survivance. Alors je fais l'exemple de la colline pour dire que nous nous occupons dans notre école de le milieu ambiant de l'homme dans ce rapport avec la survivance de conditions de vie de l'humanité qui est particulière, qui est une particulière survivance d'une espèce spécifique. Beaucoup de biologistes soutiennent que l'espèce humaine est la plus stupide qui est apparue sur la Terre. Parce que nous sommes en train de diminuer le temps prévu de notre survivance de à peu près 30 000 années. Alors il dit nous sommes les plus stupides qu'on connaît du point de vue biologique de l'évolution de notre espèce parce que nous sommes en train de détruire le milieu ambiant de l'homme, pas ceux de la nature en général qui fera sa route, qui prendra d'autres voies pour survivre. Je trouve que le mot territoire est très compréhensible dans cette explication pour expliquer l'espace où se rencontrent l'homme et la nature dans un rapport qui est un rapport d'artifice, d'exploitation, et qu'à côté de ça, le mot nature s'applique plus à quelque chose qui est libre, où l'homme n'intervient pas, possiblement. Mais étant donné ce que l'on observe aujourd'hui, d'abord la révision du regard sur la question des êtres vivants, ce fait qu'on remet en discussion le mot nature, parce que si on en fait partie, on n'a plus besoin d'en créer un pour nommer quelque chose que l'on mettrait à distance, ça nous oblige à repenser les choses autrement. Et personnellement, je l'utilise peu, ce mot-là, nature. Je préfère dire le vivant, pour nommer ce qui peut se passer au sein du territoire, par exemple, comme ce qui peut se passer dans un espace qui n'est plus le territoire, parce qu'il n'est plus surveillé ni par l'homme, il n'est plus sous l'occupation de l'homme. Il est peut-être secondarisé, c'est-à-dire que c'était autrefois une forêt primaire ou un paysage primaire, ça a été anthropisé, cultivé, artificialisé, puis ça a été abandonné. C'est très rare les métiers dans lesquels ne rien faire, ça sert à tous, c'est notre cas. Si nous disons à quelqu'un, dans votre territoire, vous pouvez ici ne rien faire, ça deviendra une forêt. C'est incroyable, ça. C'est pas mal de savoir qu'on a cette possibilité dans notre façon de donner des conseils, de dire il faut surtout ne rien faire. Toute la partie du tiers-paysage consiste en ça, non seulement parce que c'est une source d'oxygène, le tiers-paysage évidemment, qu'on accroît en faisant passer une friche à une forêt, mais c'est un territoire d'accueil, il y a une diversité qui n'existe nulle part ailleurs, et parce qu'elle en est chassée de ce territoire, et qui accueille donc les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire de celui qui va travailler le territoire. Donc moi je préfère pour cette raison-là dire on va parler du vivant, et ça nous permet d'aller jusque dans les fissures des pavés dans la ville, alors qu'on ne sait plus si c'est le mot territoire qui convient pour parler de ça, ou si c'est le mot nature.
C'est le vivant, c'est un insecte, c'est une plante, c'est un deck. Là, on est en rupture d'échelle, il n'y a pas d'échelle à cette question. Il n'y a pas d'échelle à la question du vivant, il y en a une forcément dans la question du territoire. Non, je voudrais discuter de ce point d'une partie, c'est pas mal qu'une partie abandonnée, une partie du territoire abandonnée de l'homme soit reconquérie par la nature, que redevient forêt. Le problème, nous venons en Italie de plusieurs alluvions, désastres hydrogéologiques, inondations. Et il y a une qui est un paradigme de ce que nous sommes en train de discuter. Le Cinque Terre, qui est une zone de Ligurie, au nord d'Italie, où ils sont des collines très lipides, tout organisé par terrasses, on produit traditionnellement le lin, un écosystème de ce que je parlais avant. Bien, il est arrivé une inondation terrible, très violente, et a détruit les routes de petites villes, a organisé une coulée de boue qui arrivait à la vallée, à la mer, détruisant beaucoup de petites villes. Mais si on regarde ce phénomène du mer vers la colline, et on prend la vision de toute la montagne, on voit que ce bout c'est arrivé par les zones où étaient abandonnées les terrasses, la vigne, l'agriculture, et il y avait une renaturation avec des petits bois. On commençait un processus de réorganisation de la nature. Alors la nature, dans ce cas, c'est terrible parce que par contre, tout le territoire qui était encore organisé à travers la vigne, le soin de canalisation, de toute la structure d'un écosystème, il n'est arrivé rien. Il était comme avant de l'inondation. Alors c'est un problème qui nous fait penser que nous avons transformé tout le milieu ambiant dans de nouveaux écosystèmes qui sont très fragiles s'ils ne sont pas soignés par les actions humaines, et que le risque est que cet abandon, en particulier je parle de la montagne, où nous voyons déjà les effets d'un abandon de plusieurs années de la soin de la montagne, du bois, des forêts, des fleuves, de toutes les situations qui construisaient l'équilibre des vallées, des situations en bas, au fond de la montagne. Nous voyons déjà qu'il y a de graves problèmes. Je dis que nous sommes arrivés à un point d'artificialisation qui c'est très difficile retourner à une hypothèse de renaturation sans avoir de gros problèmes. C'est sûr que nous devons restituer beaucoup de terrain à la nature que nous avons bonifié, réorganisé pour la vie humaine. Mais c'est même sûr que nous devons réorganiser à travers de nouveaux
instruments de soins beaucoup d'autres terrains, en particulier les terrains agricoles, qui sont devenus d'une façon de mode de production, comme dit Van der Plug, paysan, c'est-à-dire conscient du vivant, de relation avec la nature, le vivant mieux d'accord, mais maintenant l'agriculture est destructive du vivant. C'est une agriculture qui produit les déchets, la séparation de la cultivation de l'élément et qui a provoqué un des éléments de la destruction environnementale du planète, de la crise planétaire. Alors là, nous ne pouvons pas transformer tout ce territoire qui est une fabrique verte, pas plus une agriculture paysanne consciente de travailler avec le vivant et contre le vivant, l'agriculture contemporaine. Alors, nous devons supérer cette agriculture, faire des projets de rétro-innovation, c'est-à-dire de récupération du savant, du vivant de l'agriculture traditionnelle. Et là, nous devons reconstruire de nouveaux écosystèmes. Nous ne pouvons pas abandonner ce territoire à la nature. Parce que nous savons que le territoire de classe 1, 2, 3, les meilleures classes de productivité de l'humus, de la fertilité de la terre, vont descendre dans le monde de façon vertigineuse à cause de cette agriculture qui va détruire la fertilité de la terre. Et alors là, nous avons ce problème. C'est 9 milliards de personnes que nous prévoyons. Quoi mange si nous restituons tout ce terrain à la nature, au vivant qui n'est pas production d'alimentation. Alors, nous devons trouver une médiation entre ce que nous restituons à la nature et ce que nous réorganiserons comme alliance traitement positif de coévolution avec le vivant. C'est clair le problème. Oui, mais nous vous proposons un pacte entre nous. Alors, je pense que sur ce point très précis, nous sommes au balbutiement de quelque chose de nouveau, qui est l'utilisation du génie naturel que nous ne connaissons pas, ou très 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 peu, et que nous n'utilisons pratiquement pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, là on parlait d'érosion, mais toujours il y a eu le privilège donné à l'action mécanique, à la force et à une espèce de travail qui va plutôt contre la nature que avec. Mais enfin, si on compare une forêt primaire qui a la même pente que la forêt secondaire, la même pente que dans le même pays, que les territoires cultivés, on s'aperçoit que l'érosion vient de ci ou de là et pas de là, on a beaucoup d'intérêt à se pencher sur les raisons pour lesquelles l'érosion ne vient pas de cet endroit-là, alors qu'on est dans le même climat, qu'il y a eu les mêmes pluies, il n'y a pas de dégradation. Et pourquoi? Et parce qu'il y a des espèces qui vont être capables de se tenir au sol en le retenant. Il y en a qui vont être capables d'échanger avec les autres, et c'est ça le génie naturel, et d'assurer leur propre vie, mais sur un territoire qui est indispensable pour elles. On peut parler de territoire pour les plantes, de cette façon-là, dans le milieu le plus naturel, parce qu'elles sont en gestion avec ce milieu dont elles ont tant besoin. Aujourd'hui, on arrive à avoir un tout petit peu des idées là-dessus, mais très très peu. C'est-à-dire qu'on sait qu'une plante va émettre un courant électrique ou une toxine ou quelque chose à certains moments de sa vie qui va modifier le contexte autour d'elle,
une autre va s'enraciner de façon verticale, ça c'est mécanique, alors que l'autre va être plutôt horizontale en fonction du plus haut. Bref, je ne vais pas vous faire une liste là, parce que d'abord j'en connais pas suffisamment, mais ce sont des choses que tout petit à petit on commence à connaître. Alors oui, il y aurait intérêt à faire confiance à ce qu'on appelle, ou moi j'appelle en tout cas le génie naturel, une manière d'utiliser quelque chose qui est gratuit, qui est forgé par ces espèces depuis des millions d'années, qui ont été mis au point bien avant que nous n'existions, mais que nous ignorons. Nous ignorions en tout cas que la piloselle émettait une toxine qui chassait les plantes autour d'elle, que les arbres, à partir d'un certain âge, en juxtaposant leur frondaison, ont un mode de communication qui fait qu'ils ne se recouvrent pas. C'est ce que les scientifiques appellent une fissure de timidité. C'est quand on voit par en dessous une lumière entre ces frondaisons. Pour quelle raison ça se passe comme ça? On ne sait pas. Il y a d'autres choses, il y a des échanges qui sont connus. Les rapports entre les plantes et les animaux commencent à être un tout petit peu plus connus, avec les mammifères. Sans doute vous connaissez ces exemples-là, les acacias épineux d'Afrique qui émettent une toxine quand les impalas s'approchent, mais ils préviennent en même temps qu'ils émettent la toxine pour chasser ces animaux, ils préviennent les autres bosquets d'acacias par un gaz éthylène. Bref, il y a dans l'univers, donc vous imaginez bien que ces arbres vont immédiatement émettre leur toxine, etc. C'est magnifique, c'est inconnu. Et nous, on arrive avec des bulldozers, des très très maladroits. Les humains sont juste maladroits. C'est pas complètement des stupides, ils sont encore très jeunes, ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut qu'ils apprennent, mais il faut commencer. C'est une question de connaissance sur laquelle je reviens, parce qu'on ne l'a pas. Alors qu'à notre disposition se trouve une banque géniale, une banque incroyablement de savoir qui est détenue par cette nature en question, nous mettons totalement à distance. Ça, c'est dommage. Aujourd'hui, on est en train de faire... Est-ce que j'ai mis là ? Oui, les énergies contraires, les énergies de maintenance et tout. Évidemment, quand on est dans la technique qui est celle ancienne, on pourrait dire maladroite, que je dis être maladroite, on est obligé pour la maintenance de dépenser beaucoup d'énergie pour remettre toujours en état quelque chose qui finalement est maladroite dès le départ, quoi. Et ça, c'est une énergie qui est à la fois contraire et une énergie de maintenance coûteuse. Donc on pourrait sans doute faire autrement, et on est dans le balbutiement de savoir comment on fait autrement. Là, il vient de nous être, je vous donne cet exemple parce que c'est intéressant, de nous être proposé de faire une réflexion sur le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, c'est les terres les plus fertiles de l'île de France, c'est-à-dire de la France, parce que Paris ne s'est pas installé sur un territoire où les Parisiens n'auraient pas pu manger. Il fallait bien. Donc c'est un lieu très fertile et ça s'est développé pas par hasard. Sauf que, comme le dit évidemment Alberto, tous ses ouvrages, on gagne sur les terres qui donnent à manger. Donc à un moment donné, on ne pourra plus manger parce que voilà, vous comprenez, c'est mécanique, quoi. C'est ça la finitude spatiale. Là, bizarrement, on en a pris conscience. Enfin, quand je dis on, c'est une communauté d'esprit. C'est la région, c'est la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, c'est l'agence des espaces verts de l'Île-de-France. On va interdire, on va bloquer la situation. Donc, sur 2300 hectares, on ne construit plus. On continue à faire de l'agriculture. Pas n'importe laquelle, on voudrait qu'elle soit productrice d'aliments qu'on peut manger, quoi, sans tomber malade, en gros. Donc, forcément, on va vers le bio. Comment on fait? On a stérilisé ces sols, comme tu viens de le dire. On les a rendus... alors, j'ai eu une discussion avec les scientifiques là-dessus qui m'ont dit c'est pas vrai, on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Un sol qui a été traumatisé comme ça, c'est pas vrai, il n'est pas traumatisé, c'est de l'agriculture conventionnelle, enfin, pas vrai. Et d'ailleurs, les plantes peuvent pousser très bien si on l'abandonne à lui-même, alors que, ça oui, je sais, ces sols sont minéralisés. Et les plantes peuvent encore se servir de quelques éléments qui sont minéraux. Il n'y a plus de substances organiques, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'échange, précisément. Donc c'est une terre qui est morte d'un point de vue de la biologie. Elle est juste un bloc de minéral un peu argileux, compact, quoi, dans lequel il faudra mettre beaucoup d'intrants pour arriver à faire pousser les plantes, et beaucoup d'autres pour tuer les éventuels animaux qui viendront sur ces plantes. Enfin bref, c'est la pollution organisée. C'est le lobby qu'on connaît. Les lobbies sont tous d'accord les uns avec les autres. Donc, on nous soumet une parcelle de 17 hectares sur lesquels j'ai fait une proposition, là je vais refaire la présentation de ce projet d'ailleurs dans une semaine,
une compartimentation avec, j'appelle ça le protocole de Saclay, 16 possibilités en culture et en mulch, c'est-à-dire en couverture du sol par des paillages, quelquefois combinés, puis aussi une tentative d'agroforesterie. Donc c'est partagé, ça fait comme une espèce de dessin, un peu un tableau. Et on verra au bout de 2-3 ans, en faisant des prélèvements réguliers, quelle est la meilleure solution pour revitaliser le sol, c'est-à-dire remettre de la vie dans le sol. Remettre la vie dans le sol, ça signifie remettre toute une usine en marche, qui est une usine magnifique et gratuite qu'on nous livrait autrefois, et dont on savait se servir. Mais comment tu appelles rétro-innovation? Et voilà. Donc il faudrait revenir par rétro-innovation à la Magnaghi, à quelque chose qui nous met en prise avec une technique qui était une intelligence empirique, vous voyez, autrefois, et avec une technologie moderne. Et là, on peut analyser et faire des choses incroyables. Avec 2 ou 3 analyses par an, ce que l'on prévoit, on devrait arriver à avoir une idée de la meilleure solution que à ce moment-là, qu'on donnera à tous les autres exploitants du plateau. Voilà le projet tel qu'il est. Il n'est pas arrivé, ce projet, par hasard, il est parce qu'on est dans une situation extrême. Vous voyez. On ne ferait pas ça si on n'était pas arrivé au point où on en est aujourd'hui. Stabilisation du sol. Et j'ai volé le terme rétro-innovation par la boulangerie de Pierre Poulain à Paris. Poulain à Paris, qui est ça pour le grain traditionnel utilisé là. Mais bien, je voulais dire que Paris c'est une grande très importante expérimentation de rééquilibre et de reconstruction plus vivante dans la métropole pour reconstruire le rapport entre ville et son territoire qui est disparu parce que maintenant on a dans notre civilisation de machines éliminé ce rapport. C'est très important ça, nous avons pensé de pouvoir nourrir la ville à travers le monde, à travers des transports gigantesques. Nous avons pensé de prendre l'énergie, l'eau, l'alimentation de tout le monde en construisant des énormes empreintes écologiques, c'est-à-dire du projet de ressources d'autres régions du monde. Alors tout ce qui va en direction de reconstruire la capacité d'une région, ou d'une micro-région, ou d'une bio-région, comme je l'appelle, de reproduire son cadre de vie, son milieu ambiant, sa reproduction de la vie matérielle, du processus vivant, c'est dans la direction juste. Dans ce processus, nous sommes en train d'organiser beaucoup d'expériences de parcs agricoles multifonctionnels. Paris est un exemple, mais il y a l'Obregat à Barcelone, il y a le parc agricole du sud de Milan, il y a le parc plus récent de Florence et Prato où moi et Santani sont en train de travailler, d'organiser sa structure. Qu'est-ce que sont ces expériences? Ce sont des parcs où on va reconstruire le rapport à la ville et son territoire agricole à travers plusieurs fonctions. La première, c'est celle de donner à manger à la ville, que c'est un problème très important, de donner à manger avec de la qualité. Alors, reconstruire de filières courtes de production et consommation, mais c'est même de produire biens et services publics, c'est-à-dire au premier point de services écosystémiques, c'est-à-dire la sauvegarde hydrogéologique, c'est-à-dire
le réseau écologique, la complexité du paysage et même la possibilité par les habitants des villes qui ont surtout des périphéries, de reconstruire leur rapport avec l'agriculture, la nature, l'espace cultivé comme espace praticable, comme espace qu'on peut vivre dans ce rapport dans la ville et le territoire. Je pense l'allégorie du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti à Sienne, qui est une fraiche où il y a d'une part fresque, excusez-moi, mon français approximatif, qui est d'une partie la description du fonctionnement de la ville de Sienne et de l'autre partie le fonctionnement de la campagne organisée, et le centre de la fresque, c'est la porte de la ville. Pas la ville ni la campagne, mais la porte, c'est-à-dire l'osmose, l'organisation des relations synergiques entre la campagne et la ville. La fresque, avant de ça, c'est le mauvais gouvernement qu'on ne voit pas bien parce que abîmé, mais on voit une campagne en flamme, une campagne en flamme qui témoigne le désastre de la ville. Et alors, ce fait, c'est très important. Notre parc agricole veut, pour le futur, reproduire cette rétro-innovation, reconstruire, c'est-à-dire reconstruire ce rapport entre la ville et son territoire de façon globale, pas seulement pour l'alimentation, mais pour tous ces problèmes que la ville n'est plus capable d'affronter, c'est-à-dire la couverture de cycle de déchets, de la production d'énergie locale, de l'eau, etc. Il faut penser la ville plus que par ses fonctions à travers le problème de son métabolisme, reconstruire son métabolisme d'être vivante qui ne peut pas vivre sans racines. C'est comme les fleurs dans les racines coupées dans une vase. On ne peut pas traiter la vie une fleur dans un vase. Il faut réorganiser ces racines. Alors ça, c'est un problème auquel nous sommes en train de travailler, d'organiser. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que dans notre société industrielle, l'agriculteur, le paysan est vu, même lui s'entend comme une personne du bas de la société, et il préfère pas manger dans la situation actuelle de chômage, mais il s'alimentait de d'informatique. Ils mangent informatique, mais ne veulent pas aller à la campagne. Alors nous devons créer les conditions qui sont conditions culturelles, pas seulement économiques, pour provoquer cette attention nouvelle d'une nouvelle figure d'agriculteur que je peux définir agriculteur jardinier. Nous faisons notre pacte. Un agriculteur jardinier, c'est-à-dire un agriculteur qui connaît bien les règles du vivant, qui travaille avec le vivant, en produisant
des choses qui sont même utiles pour alimenter la population, mais avec des conditions qui sont celles que regarde ce rapport avec le vivant positif, de travailler avec et non contre. Alors, une nouvelle figure d'agriculteur jardinier à laquelle je pense, et qui doit être rémunéré pas seulement par les marchés des produits qu'il produit, mais par la production de biens et services publics qu'il produit en faisant ça, en utilisant gratuitement cette génie de vivant. Alors, mais il doit être un agriculteur qui a une culture, qui vive dans un monde de relations, pas isolé dans la campagne. Une autre figure à laquelle nous pensons dans notre travail, il y a beaucoup de jeunes peu de jeunes, disons, qui ont compris ça et qui commencent ce retour à la rétro-innovation, mais qu'il faut alimenter à travers ces problèmes de revenus et de la culture. Parce que n'est pas suffisant pour réhabiter la montagne qu'on résoudre les problèmes économiques. Dans mon pays, dans les Langues, qui sont des collines au sud du Piémont, lequel je viens, dans les années 50, 60, tous les jeunes sont partis pour la Fiat à Turin, ont abandonné la montagne, pas seulement pour le problème économique, mais surtout pour un problème social et culturel. Les femmes, les jeunes filles n'épousaient plus des paysans, mais seulement des ouvriers. Alors, ils devaient se travestir d'ouvriers pour pouvoir trouver une jeune fille. Alors, c'était plus important de la jungle, évidemment. Alors, si on ne sait pas faire des montagnes en lieu de grande communication, de relations urbaines, de relations sociales avancées, on ne peut pas seulement avec l'argent renverser le système. Si vous êtes d'accord tous les deux, et avant qu'on vous redonne la parole pour une conclusion, on a le temps, donc, mais on voulait garder du temps, alors très librement. Voilà, on est à l'université, mais c'est un faux face-à-face, hein, vous l'avez bien compris, hein, ce qu'on souhaite ouvrir, c'est justement cette liberté de questions. Donc, moi, je vais me promener, mais profitez-en, posez-leur toutes les questions que vous avez envie de leur poser. Jean Dumas va lancer le débat, et on va essayer d'alterner un coup un prof, un coup un étudiant, d'accord ? Non, je vais mal lancer le débat et je ne suis plus professeur depuis quelques années. Vous allez voir. Voilà, vous nous avez proposé de manière très séduisante une utopie qui est une utopie, je crois, évangélique de la conversion. Séduisante. Mais qui, pour autant, ne résout pas ou ne s'attaque pas au problème par lequel vous commenciez, qui était celui des 6 milliards et quelques d'hommes vivant dans les villes. Que faire de ces villes? Comment cette utopie rencontre ces villes? Et moi qui suis vieux, justement, je me souviens avoir appartenu à une génération, il y a un demi-siècle, qui avait dans sa poche, elle aussi, une utopie extrêmement efficace, me semble-t-il, à la suite de Gramsci, d'Althusser, qui était la crise du capitalisme monopoliste d'État. Et je dirais que vis-à-vis de la ville,
vis-à-vis de vos propos, il en soit du risque de désarroi et de désillusion que nous avons connu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reste sur le point de la vie, je reste sur le point de la conversion. Vous prêchez ici, en gros, dans un amphi nombreux, ouvert, qui est passionné, qui est convaincu. Quel est le poids de cet amphi au regard des cohortes qui sont fabriquées et qui vont être fabriquées de plus en plus dans l'énorme machin qui est construit en encorbellement sur le cours Gambetta et qui représente un triplement de la superficie des capacités de l'école de management de Bordeaux. Donc je peux vous assurer qu'elle est loin de vos pensées. Merci. Attacco locale, questo. È stato un problema locale. Je continue, c'était plus un commentaire qu'une question. Qu'est-ce qu'on fait de la ville? C'est une vraie question, alors. Ah oui, Question. c'est une vraie question ça. C'est la question, je crois. Oui, c'est ces gens qui font du management avec une vision sans doute très opposée à celle que nous abordons aujourd'hui, pour moi, sont dans un modèle totalement archaïque. Il est dépassé complètement. Ils ne s'en sont pas encore rendus compte, parce qu'ils sont juste dans une telle conviction que le modèle économique qui leur a été appliqué est le bon et qu'il est unique, plus ou moins thatcherisé, ils n'en changent pas. De la même façon qu'aujourd'hui, nous avons bien un gouvernement de gauche, mais qui ne comprend rien à l'écologie, parce qu'il n'a pas compris qu'il y avait un modèle économique nouveau à emprunter, et que les écologistes me gênent. Je respecte beaucoup certaines personnes de ce gouvernement, je me permets donc de dire ça, parce que je le sais, je les ai rencontrés avant qu'ils n'y soient, quelques-uns d'entre eux. C'est étonnant, c'est tout à fait étonnant. Ça les gêne. Les gêne, justement, parce que ça les met le bâton dans les roues de quelque chose qui roule tout seul, parce que ça a commencé avant et qui pense que c'est ça qui doit continuer. Mais c'est pas ça qui doit continuer. Donc vous êtes les porteurs de ce qui doit être différent, et vous le savez bien, sinon vous ne seriez pas là. Donc je pense que ces gens qui construisent, même si c'est très gros, quelque chose de plus important, sont des gens qui devront faire machine arrière ou changer d'idée un jour. Qu'est-ce qu'on fait de la ville? J'ai déjà dit avant que je pense que ce que nous vivons dans la contemporanéité n'est pas plus une ville. Alors commençons à dire que je ne sais pas que faire de cette urbanisation, mais nous travaillons à premier point à arrêter la consommation de sol, d'espace vert, premier point. Alors, dorénavant, parler de politiques qui sont des politiques de réusage, de réorganisation de cette urbanisation vers une concession d'une ville, qui veut dire retrouver une nouvelle centralité, organiser le polycentrisme, le rapport avec les espaces ouverts, l'écologie, l'agriculture, etc. Et il y a beaucoup à faire pour l'industrie de construction, qui continue maintenant dans un cycle terrible qui est lié seulement au capital financier global. Les constructions en Italie, mais je pense même en France, continuent, même dans la crise, qui n'a plus possibilité d'occuper de nouvelles habitations, de nouvelles usines,
il y a beaucoup d'usines abandonnées. Et cependant, on continue à construire. Pourquoi? Parce que ces constructions sont une question de la banque pour ses affaires d'investissement dans les opérations immobilières et opérations financières globales, sur le marché global. C'est eux-mêmes qui ont provoqué la crise structurelle que nous vivons. Alors, il faut changer complètement de direction. Alors nous sommes en train, par exemple, dans le plan paysager de la Toscane que nous faisons, de dire ici termine la ville, il y a une limite, on ne va plus en là. Il faut construire toutes les politiques pour reconstruire la ville, pour reconstruire le concept de ville, d'espace public, de qualité des habitations et réorganiser le rapport entre la ville et son territoire pour les raisons que je disais avant. Et, en savant qu'il y a une différence très grande. Dans l'Europe, la Méditerranée, où nous vivons, la ville de laquelle nous parlons est une ville de 2, 3, 5, 6 millions d'habitants, une ville qui s'est accrue dans un temps long de 2, 3 siècles de la modernité. Et alors, est une ville qui a beaucoup de problèmes desquels nous parlons, mais qui sont délimités par cette dimension. Et encore possible de recréer des relations entre la ville et la réorganisation de ces urbanisations périphériques et les territoires agricoles. Le vrai problème de l'urbanisation, ce sont les pays du sud du monde, du Est, de l'Afrique, de l'Amérique latine, où les dimensions sont différentes. Nous parlons de mégacity, de 20 millions d'habitants, de régions urbaines de 60 millions d'habitants, dimension où c'est difficile de penser à l'équilibre de la dimension de la vie urbaine avec sa possibilité de reproduction avec le territoire vivant. Je ne réussis pas à penser ça. Mais c'est possible que du moment que ces dimensions de ville sont l'exaspération de notre culture occidentale, nous avons nous produit cette culture, c'est possible que si nous travaillons ici à organiser notre modèle de relation entre ville et territoire, que ce modèle qui vit de la crise du modèle de la contemporanéité puisse servir d'exemple pour les pays du sud du monde. Je pense c'est ce que tu dis et ce que un économiste Veblen appelait le modèle de convoitise. Nous devons changer ce modèle de convoitise pour montrer aux autres quelque chose qui est un dépassement des valeurs. Si nous, qui sommes censés être a priori le monde occidental le plus avancé, c'est pas sûr du tout, mais enfin si c'est ça, eh bien, il faut vraiment que nous puissions apporter quelque chose à ceux qui vont dans cette dynamique obligatoirement parce qu'ils veulent tous avoir les mêmes choses, les mêmes objets que nous convoitons. Nous devons donc changer le modèle de convoitise déjà pour commencer, nous, avant d'imposer aux autres de le changer. Alors, avant de passer la parole à un professionnel qui essaie de se faire passer pour un étudiant, je voudrais savoir s'il y a, qui d'entre vous ici souhaiterait poser des questions pour qu'on puisse un peu gérer, que vous m'aidiez à gérer le temps, en fait. Donc, non, c'est... Bon alors, ça, là, ah oui, aussi un jeune étudiant. Ça serait une question brève qui s'adresse à Alberto. Je suis curieux, justement évoquant les métropoles du Sud,
les métropoles récentes avec des rythmes de croissance effrénés, où justement la question du lien avec le patrimoine immatériel, le savoir-faire qui effectivement en Europe n'est pas tout à fait perdu. Il y a encore quelques anciens, le saut de génération est un peu difficile, mais la question de la rétro-innovation est envisageable, et même la question de retrouver du glamour dans l'habitat paysan et dans le mode de vie paysan est tout à fait envisageable. Comment, dans des pays où on a connu que l'agriculture extensive, on est passé des cultures aborigènes aux cultures importées en 2-3 siècles, quel modèle on peut proposer dans ces contextes-là, parce qu'on voit mal le modèle de la rétro-innovation opérée dans ces contextes-là, et ça concerne quand même une grosse partie de cet accroissement démographique. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer là dans ces contextes? Alors, effectivement, nous pouvons, dans les régions occidentales, nord du monde, nous appeler à notre longue histoire aux relations de coévolution. Quand on arrive dans un pays où il y a détruit tout ça, je pense à Séoul, par exemple. Quand j'ai enseigné au Polytechnique du Milan, j'étais curieux de savoir comment les radios de Séoul avaient un prix inférieur de celle du Japon. Et j'ai dit à ces étudiants, tu fais une thèse d'urbanisme et me résoudre ce problème. Il a fait une thèse très intéressante où il a montré un processus de destruction dans les années 60-70 de 100 km de rayon de Séoul, de tous les villages agricoles, petites villes, etc., dans le rayon de 100 km, et l'importation militaire de tous ces gens dans la ville de Séoul, dans des constructions d'acier et de verre de 30-40 plans, où tous ces paysans ont été mis à travailler aux radios. Et alors, il m'a expliqué comment on fait à produire des radios avec un prix inférieur à ceux des Japonais. Alors là, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus les villes qui ont détruit. Et ce phénomène, c'est en Chine, c'est dans tous les pays où on a construit une urbanisation accélérée avec beaucoup de vitesse de mobilisation en détruisant les zones d'origine et en concentrant beaucoup de population dans ces villes. Alors c'est un problème très difficile. On pense dans la coopération internationale que la voie sera une voie d'auto-organisation de ces populations, un petit groupe de survivance qui s'éloigne du grand organisation de la ville, de la métropole, se réorganise avec des petits arts de vivre. Il y a de petits villages par exemple, à la périphérie de São Paulo, du Brésil, où la population s'organise pour traiter les déchets, une ville entière qui s'organise sa survie à travers le traitement de déchets. Alors, il y a une art nouvelle de se construire de propres conditions, mais nulle personne ne pense plus à planifier ces situations qui sont d'une telle vitesse de construction alors ce que disait avant
Gilles, il me semble très important que nous pouvons construire des modèles de transformation du modèle économique en Europe et dans la Méditerranée qui soit une voix qui peut être écoutée même dans ces situations qui arriveront à une crise très plus forte, beaucoup plus forte de celle que nous vivons en Europe comme équilibre de l'écologie, de la condition de vie, de l'air, du terrain, de l'eau et de toutes les questions que nous traitons comme cadre de vie. C'est possible qu'un changement radical du monde occidental qui a, comme je disais, provoqué cette question qu'il y a une urbanisation sauvage sans organisation de la force de travail, sans syndicats, sans organisation politique, dans conditions politiques qui ne permettent pas une maturation d'équilibre, de contractualité dans les différents... nous avons un marché du travail de réserve d'un milliard de personnes, donc c'est un marché qui est soumis à toutes les conditions que le capitaliste veut, parce qu'il y a une excellence telle qui ne sont les proportions avec lesquelles nous avons construit la société industrielle dans l'Europe. Alors, je n'ai pas répondu parce que c'est très difficile, je ne sais pas répondre. Alors, je dis, faisons ce que nous pouvons faire ici, dans notre territoire, en espérant que quelqu'un écoute et change ce destin catastrophique du monde. Merci. Qui est arrivé ce matin, étant les pieds dans la vigne et en relation en permanence avec les gens de la terre, je suis assez étonné. J'étais assez étonné de la réflexion qui m'a été faite. Alors, pourquoi? Parce que je me pose la question de la formation, en particulier en France, des problèmes des grandes écoles et des futurs décideurs que nous allons voir arriver plus tard par rapport au modèle qui est en train, du moins, aux espérances et aux utopies qu'on est en train de tous regarder, étudier et analyser. L'anecdote, elle était simple. C'est un viticulteur d'une propriété tout près de Bordeaux, pas des grands vins, et reçoit des étudiants d'une très grande école, parisienne évidemment, et qui visitent ce vignoble, donc qui viennent voir un petit peu les Indiens du coin. Et cet agriculteur leur pose un moment la question et leur dit: mais vous qui travaillez dans l'économie et vous allez être nos futurs dirigeants plus tard, et de mes enfants en particulier, comment vous voyez l'avenir? Et qu'est-ce que vous voyez au niveau du schéma économique qui va changer? Et un des étudiants se retourne et me dit: c'est très simple, on est en train de travailler sur un des points qui nous paraît fondamental, il ne faut plus de stock, il faut travailler en flux tendu, et il faut arriver à une économie la plus stricte possible. Donc on a fait des modélisations économiques et autres, et ça va marcher. Alors le viticulteur les amène et leur dit: voyez, moi quand je cultive, voilà, je mets en stock, je fais du vin, et j'arrive, voilà. Et là, me relatant cette réflexion, il me dit: mais où on va? Parce que je pense que tous ces futurs décideurs, ils n'ont rien compris. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et c'est ça que je trouve d'autant plus grave. Et je pense que là, la question est de dire: mais je ne sais pas si en Italie c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui sont fabriqués à côté d'un monde? On disait que les politiques étaient à côté du monde, qui ne connaissaient pas le prix de la baguette. Mais si en plus tous ces jeunes qui sont en train de se former avec des modélisations pas possibles économiques sont déconnectés complètement de la vie de monsieur tout le monde, on assiste, et je suis, comme
Clément, étonné qu'un gouvernement comme on a à l'heure actuelle soit aussi déconnecté de la vie quotidienne. C'est ça qui m'inquiète. Et je pense que la notion de la formation, ces conférences, doivent être beaucoup plus accessibles à ces gens qui sont inaccessibles. Voilà, on parlait de la chambre de commerce à côté, mais c'est encore plus grave. Et c'est là que c'est une question qui m'inquiète. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans la formation des vrais décideurs plus tard? Parce que j'ai peur qu'on rentre dans le mur. Moi j'ai une opinion là-dessus, si vous voulez. Bon, je prends nous sommes encore aujourd'hui dans un système vertical, pyramidal, centralisé, avec des idées bien précises pour organiser, planifier, etc. Ce modèle s'effondre. Il s'effondre parce qu'on le voit bien, économiquement et même politiquement. Mais on voit aussi, dans le même temps, naître des petites initiatives qui donnent lieu à des villes de transition, qui donnent lieu à des associations plus que groupes, qui instaurent une sorte de gouvernance dans la gouvernance. Qui, bien entendu, toutes ces petites choses atomisées sur le territoire ne sont pas fédérées. C'est une affaire certaine, ça. Mais elles existent. Et ça peut aboutir jusqu'à des créations de monnaies complémentaires, jusqu'à des sortes d'autonomie, mais en tout cas de prise de conscience de la question territoriale, avec tout ce qui concerne les productions et distributions locales, mais aussi donc une économie nouvelle, donc un modèle économique complètement différent, qui va plutôt vers l'économie économe que vers l'économie dépensière. Quelque chose qui est plutôt dans l'ordre de comment on fait pour vivre avec des produits qui sont distincts et qui vont être, il faut les stocker, distribués à des moments différents, plutôt qu'un seul qui peut être soumis à une catastrophe d'un seul coup. Donc on est tout le contraire du flux tordu, de tout ce qui est instauré dans ces choses-là. Le résultat, c'est qu'il y a donc des prises de conscience. Mais simplement, elles ne sont pas institutionnalisées. Mais pourtant, on nous demande des choses. Moi, dans mon domaine qui est tout petit, on me dit comment on fait, alors on va faire là, alors ça prend des noms bizarres. Il y a une école du jardin, maintenant deux écoles du jardin planétaire avec le plateau d'agglomération de la communauté de communes des Lacs de l'Essonne. C'est tout petit, ça ne concerne pas les échanges économiques dont on parle là. Ça concerne quelque chose qui touche l'environnement dans lequel on se trouve. Mais il n'empêche que ça va directement vers ces questions. Donc il y a ça qui apparaît, il y a la même chose qui est en train de se passer sur l'île de la Réunion. Il y a des universités rurales qui sont disséminées comme ça sur le territoire, avec des philosophes ou des économistes qui s'en occupent. Peut-être que c'est modeste, mais c'est quelque chose qui est complètement contre-courant de ce qui est institutionnel. Il a fallu, en ce qui me concerne, pour faire passer l'idée du jardin en mouvement, qui est comme on fait avec et pas contre, 20 ans. Entre le moment où je l'enseignais à l'école d'ailleurs d'architecture à l'époque de Versailles, non pas celle du paysage, et le moment où ça a été publié, le moment où enfin on est passé à exécution dans la gestion différenciée pour utiliser ça, et où c'est passé même dans les centres d'enseignement, c'est tout récent. C'est-à-dire que pour changer le modèle culturel, et donc le modèle économique c'est un modèle culturel, il faut énormément de temps. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est en route. C'est en route. Moi, je suis appelé dans des territoires incroyablement paumés, quoi, en France et ailleurs. Je vois des gens tout à fait conscients. Internet est utile. Internet fait tout communiquer. Les gens sont au courant. Et ils sont tous en train d'envie d'inventer quelque chose de nouveau. Ça se passe pas dans les grandes écoles. Il ne faut pas aller dans les grandes écoles. Très d'accord avec Gilles sur ce point. Je pense que l'économie s'est éloignée, l'économie financière s'est éloignée de lieu de la vie, du monde de vie. Alors, c'est une juste ligne, celle de s'éloigner de l'économie globale. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'expérimentations dans le territoire où se reconstituent des relations entre production et consommation, rapports fiduciaires entre producteurs et consommateurs, mode de s'organiser
la survivance dans le quartier, dans l'agriculture de proximité, façon d'auto-organiser les activités culturelles. Il y a beaucoup de parcours que nous allons à témoigner dans l'observatoire que nous avons commencé dans la Société des territorialistes, que vous trouvez sur le site de la société www.società-dei-territorialisti.it, où il y a ce petit observatoire, ce petit, mais nous espérons qu'il s'accroît, où nous commençons à témoigner ces expérimentations, qui sont de beaucoup différents entre eux, mais qui témoignent de ces éloignements du capital international, de l'organisation de la vie par le grand capital financier. Sont petites villes de collines où les habitants se transforment en agents de développement local en organisant les résidences pour les personnes qui n'ont pas la maison, qui organisent les cultivations biologiques et les filières courtes, des formes d'hospitalité dans les habitations des centres historiques, sont communautés de la montagne qui vont organiser l'auto-récupération de petits bourgs à travers l'autoconstruction et la réorganisation des petites économies de la montagne, mais très innovative dans le rapport avec la ville, la grande ville et la demande de santé, d'alimentation saine, de services de différents types. Sont expériences de régénération territoriale et de réformation de la communauté dans beaucoup de villes à travers des expériences multidimensionnelles. Il y a un exemple, je parle d'un petit exemple de Cerreto Alpi dans la péninsule de Reggio Emilia, où la population s'est organisée à travers une coopérative à travers un petit pacte socio-économique où la population s'est organisée pour garantir l'hospitalité, les services de différentes natures aux touristes, les parcours, la restauration avec produits typiques, l'organisation de la construction, de la restauration de la construction, etc. Toute la société locale sera organisée en forme spécifique pour chaque service qui organise. Alors nous faisons de cet observatoire un observatoire de la nouvelle géographie de l'autoproduction sociale à fond de la séparation du capital global, même avec l'expérience des économies non monétaires ou avec monnaie locale qui organise ces échanges de proximité et qui reconstruit cette identification communautaire. Ce sont petits exemples, mais qui montrent une tendance très importante et qui nous explique que la formation, le problème de la formation n'est pas un problème abstrait de faire avec les livres ou avec la formation scolaire seulement, mais qu'il faut aider ces expériences parce que nous pensons qu'il n'est pas possible de résoudre le problème seulement changeant le terme environnement avec le terme milieu mondial. Il faut que ce changement soit lié à la possibilité que les populations locales reviennent à posséder la souveraineté sur la reproduction de leur cadre de vie, soit biologique, soit culturel, qui a été exproprié, soit le biologique, soit le culturel, par la civilisation de machines, de tout savoir lié au milieu habitant.
nous sommes devant une population qui a devenu ignorante des propres cadres de vie et des relations possibles. Alors, c'est la première chose, reconstruire ces savoirs, mais ces savoirs que j'ai appelé conscience de lieu, et s'identifie avec la croissance des règles de la société locale entre les règles de reproduction du vivant. Mais c'est un processus politique, pas seulement éducatif, qui veut dire qu'il se réorganise un habitant actif dans ce processus. Beaucoup de mouvements maintenant ne sont plus mouvements d'usine, mouvements de rapport de production, mais sont des mouvements de reconquête de propre cadre de vie matérielle et culturelle dans les territoires. Et je pense enfin que nulle société locale qui est en degré de autogouverner sa reproduction et qui est savant de son milieu ambiant et des règles de sa reproduction sera si fou de faire action qui porte à la destruction de la vie de propre milieu ambiant, individuel et social. Alors c'est là le problème politique que je pense actuellement qui à travers ces mouvements qui à travers tout notre territoire européen, il faut les aider à construire des relations entre eux, accroître sa potentialité de reconstruire son cadre de vie et son milieu ambiant. Merci.